Bonsoir et bienvenue à ce journal de 20h. Cotonou abrite la 6e conférence sur la finance verte. Comment se positionne le Bénin sur ce segment de financement visant des projets à impact positif sur l'environnement? Réponse dans le compte-rendu de Ricardo Loïc Pécou. Outiller les start-up béninoises à capter des opportunités internationales. Un programme s'y consacre. Il est déployé au Bénin par le groupe Zelus et son partenaire Mass Challenge. Un petit zoom dans ce journal. Le gouvernement a beau fixer le prix du ciment dans les communes, mais depuis le 17 juin dernier, difficile d'en voir une application studieuse. L'une de nos équipes a fait le constat derrière les contrôles terrain du ministère de l'Industrie et du Commerce. Je l'ai annoncé en titre, 6e conférence internationale sur la finance verte. Ces assises dédiées au financement de projets à fort impact positif sur l'environnement et l'économie durable ont démarré à Cotonou sous le thème « La contribution du secteur privé à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ». Comment se positionne donc le Bénin dans la finance verte? Le ministre d'État de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, en a décliné un aperçu au lancement des travaux. On voit cela avec Ricardo Loïc Pécou et Wenceslas Samaïmo. Acteurs du secteur privé, banquiers, partenaires au développement réunis à Cotonou. Objectif, réfléchir à la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Une question importante au centre de cette 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte. Nous sommes particulièrement fiers d'être au Bénin, surtout à cause des avancées réalisées par le gouvernement du Bénin. Chaque année, 300 milliards de dollars d'émissions vertes sont effectuées dans le monde. L'Afrique n'en capte que 1%. L'objectif est de faire passer désormais l'Afrique à 10%. L'enjeu, c'est comment faire pour que le secteur privé puisse faire les bons investissements. L'État, dans son rôle régalien, met en place des lois, des mesures essentiellement fiscales pour accompagner le secteur privé à avoir une incitation à aller vers des investissements verts. Au Bénin, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, de la production basée sur de l'énergie fossile, beaucoup plus polluante. Pour passer de l'un à l'autre, il faudra qu'on fasse une transition. Comment on fait pour que les DFI, les acteurs, les partenaires techniques acceptent que les pays africains doivent passer par une phase de transition? Et comment on fait pour accompagner les pays à faire la transition? Pendant 3 jours, les participants à cette conférence vont réfléchir aux mécanismes de financement de la transition énergétique. Le Bénin, qui compte mobiliser 10 milliards de dollars dans le cadre de son CDN, compte en ce qui le concerne nouer un cadre dynamisant avec les institutions engagées dans la finance verte. Stratégie et moyens pour relever le défi de la transition énergétique. Tel est le clou de ces assises à Cotonou. Financement innovant pour l'entrepreneuriat des femmes. On parle à nouveau de financement, mais cette fois-ci dédié aux femmes. Stratégie, opportunité, ambition portée par un club d'investissement, le Women Investment Fund, créé pour changer le visage de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. On retrouve Ricardo Loïc Pécou et Louis Koudoua. Elle ne manque pas d'idées ni de potentiel. Dans le monde de l'entrepreneuriat, la proportion des femmes ne cesse d'augmenter, mais les femmes entrepreneurs restent minoritaires. Pour renverser la tendance, WeFound Bénin se met en action. Aujourd'hui est maintenant. Demain est le présent à venir. Nous ne devons pas perdre de vue que l'intérêt de la femme est intimement lié à l'intérêt de la famille et par conséquent à celui de la nation entière. Au minimum, il faut donc assurer des financements innovants et surtout adaptés à l'entrepreneuriat féminin. Club d'investissement constitué rien que de femmes, Women Investment Fund Bénin opte pour des financements innovants pour l'entrepreneuriat des femmes. L'initiative est fortement appréciée et soutenue. Une organisation comme la vôtre ne peut rendre service à ses membres qu'au travers de la tenue des événements du genre qui participent au renforcement des connaissances en matière de maîtrise et d'appropriation des dispositifs d'accompagnement.
C'est pourquoi dans le programme d'action 2021-2026, il est prévu plusieurs réformes, dont la mise en place d'un mécanisme d'investissement en capital et en capital risque, ainsi que la création d'un guichet unique de promotion suivi d'un mécanisme public de garantie destiné aux petites et moyennes entreprises. Ces femmes, chefs d'entreprise et opératrices économiques, veulent faire du WeFund Bénin à l'horizon 2030 le plus grand club d'investissement de femmes au Bénin, doté d'un grand fonds d'investissement autonome pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Opportunités d'entreprise, on en parle toujours, mais cette fois-ci à travers des astuces et un guide pratique de conquête d'opportunités d'affaires à l'international. C'est l'offre d'un programme dédié aux très petites et moyennes entreprises béninoises. Une initiative portée par le groupe Zelus et son partenaire Mass Challenge. Le programme a démarré à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin sous les regards de Patrick Diossou et de Daniel Ada. Enfin, nous y sommes. Ouf de soulagement pour le lancement du projet Bridge to Mass Challenge, l'un des premiers pas au Bénin du protocole d'accord signé entre, d'une part, le groupe Zelus, basé à Boston aux États-Unis d'Amérique, et d'autre part, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que la pièce, Agence de promotion des investissements et des exportations. De cette signature apposée le mardi 14 décembre 2021 à cette opération-ci de formation posée ce mardi 5 juillet 2022, Noël Sadler, telle une mère Noël, se réjouit face au fruit final. Enfin, nous y sommes parce que par le passé, Bridge to Mass Challenge a permis à des startups de bénéficier de financements allant jusqu'à 8,6 milliards de dollars. Et en lançant un tel programme à Cotonou, nous espérons apporter un financement substantiel aux startups de notre pays. Au premier trimestre de cette année, les startups nigérians ont attiré 5,5 milliards de dollars dans leur compte. L'année dernière, le Nigeria a attiré près de 4 milliards de dollars dans le compte des startups. Nous voulons faire mieux que les Nigérians. But visé, mieux que le Nigeria, s'inscrire dans le cœur américain. Je voudrais exhorter à des échanges profonds et transparents avec ses partenaires, dont la seule ambition est d'apporter une plus-value significative à ce qui se fait déjà au Bénin en matière d'accélération de start-up. Objectif final, faire du Bénin, en termes de captation de capitaux internationaux pour les start-up, un hub en Afrique. Des opportunités d'entreprise, passons à présent à l'action gouvernementale. C'est avec le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui était sur nos plateaux pour rendre compte d'un an de coordination justement de l'action gouvernementale et de la marche des grandes ambitions du deuxième mandat de Patrice Talon. Voici la synthèse que nous propose Bruno Swali. Pour l'an 1 du second mandat du président Patrice Talon, c'est un coordinateur de l'action gouvernementale détendu qui est apparu au moment de la reddition des comptes. D'entrée, Abdoulaye Biotchane a remis la lumière sur le hautement social annoncé par le président de la République lors de son discours d'investiture. C'est quoi le hautement social? C'est consacrer l'essentiel des ressources au capital humain, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la santé. La revalorisation du pouvoir d'achat. D'abord avec des mesures concrètes concernant les salariés, concernant l'ensemble de la fonction publique, mais aussi des mesures qui vont au-delà de ça. Les mesures conjoncturelles qui ont été prises récemment dans le cadre de la vie chère sont des éléments qui concernent l'ensemble de la population. La récente tournée gouvernementale explicative sur la cherté de la vie était au cœur des débats. Les mesures concernant la vie chère, sur les prix des produits consommés par nos compatriotes. Ces mesures ont été saluées, mais elles ont été surtout saluées dans les agglomérations urbaines. Les populations ont été sensibles dans les agglomérations à ces mesures-là et ont souhaité que le gouvernement fasse tout pour que ces mesures soient appliquées effectivement par les opérateurs économiques. Malgré la crise de la Covid-19 qui a secoué le monde et la guerre russo-ukrainienne qui fait rage, le Bénin continue sa marche inexorable vers l'atteinte des objectifs du développement durable. Nous avons continué de travailler sur les ODD. Nous sommes l'un des pays qui a travaillé le plus en Afrique sur ce sujet-là.
Nous avons fait aux Nations Unies 3 présentations que moi-même j'ai présidées. Parmi les pays qui ont aujourd'hui fait, c'était un exercice qu'on appelle le costing, qui est de savoir combien peut nous coûter la mise en œuvre des ODD. Le Bénin est l'un des 5 pays en voie de développement à l'avoir fait. L'accès à l'eau potable reste une des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. C'est clair, nous n'aurons peut-être pas les moyens d'atteindre tous les ODD, mais nous allons travailler prioritairement sur un certain nombre d'entre eux. Par exemple, sur l'accès à l'eau potable. Nous avons quasiment le financement bouclé pour réaliser cet objectif. Nous y travaillons. En fait, en 2024, nous pensons que toutes nos agglomérations, tous nos villages, nos compatriotes auront accès à l'eau potable. Le bras exécutif du président Patrice Talon a passé au peigne fin plusieurs autres sujets liés à la coordination de l'action d'un gouvernement qui travaille au quotidien à améliorer la vie de ses populations. Et justement, à propos des grandes mesures prises par le gouvernement pour amener les populations à faire face à la conjoncture et à l'inflation, une question. Quels sont les prix pratiqués sur le ciment depuis que le gouvernement les a plafonnés à travers les communes? Tenez, dans le littoral par exemple, difficile de voir la tonne vendue à 115 000 francs CFA comme fixé par le gouvernement. Les commerçants visiblement font la sourde oreille. C'est le constat de nos reporters sur les traces des services de contrôle. Marcel Arrossi, Moussesla Sarwaïman. Mauvaise foi, défi ou profit de l'ignorance des citoyens, le comportement des commerçants reste difficile à comprendre pour ces agents du ministère de l'Industrie et du Commerce. Les populations, malgré les mesures du gouvernement, continuent de faire face à la surenchère. On fait le constat, mais que certains de nos concitoyens, malheureusement, continuent de braver ces mesures que le gouvernement a prises pour soulager nos populations, pour permettre à nos populations d'adresser avec moins de peine les difficultés internationales aujourd'hui. Nos équipes sont sur le terrain, vous l'aurez constaté avec nous, que là ils sont en train de fermer un dépôt qui justement ne respecte pas les prix appliqués, malheureusement. Et même quand le prix fixé est clairement mentionné, derrière, il existe une manière d'aller bien au-delà. Est-ce que tu sais que tu ne dois pas vendre le ciment à 3 900? Madame, je sais que le ciment, je ne dois pas vendre à 3 900. Le ciment est à 75 000 francs. Maintenant, la chargement et puis le manutention, ça fait 2 000. Ça fait 77 000. Comment? Oui, ceux qui ont chargé, pour sortir, ça fait 1000 francs. Ceux qui ont déchargé, ils ont compris 1000 francs. Et on se rend compte aisément que c'est une façon déguisée de continuer la surenchère. Et donc, de façon globale, il y a encore des commerçants indélicats, véreux, j'ai envie de dire même voyous, qui continuent de faire de la surenchère, qui continue justement de faire souffrir nos populations et pour lesquelles nos équipes sont sur le terrain et les mesures, les sanctions seront sans appel. Globalement, sur la centaine de boutiques parcourues ces dernières semaines, une bonne vingtaine va rester fermée en attendant de répondre aux convocations. Parfois, comme on le voit lors de ces contrôles, il se découvre une complicité entre certains commerçants et des citoyens, ce qui n'est pas de nature à faciliter la lutte engagée contre la cherté de la vie. Il faut plutôt coopérer. C'est le cri du cœur et l'appel du directeur de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce. On l'écoute au micro de Marcel Arrossi. Il faut avouer que très malheureusement, il y a la complicité de nos concitoyens parce qu'il y a certains dépôts dans lesquels nos éléments ont surpris justement ces commerçants en train de vendre le ciment au-delà de 75 000. On a surpris, mais le client qui était là n'a pas voulu confirmer qu'il achetait le ciment au-delà de 75 000. Nous avons bien vu que c'était fait à 79 000, le chargement avait commencé, mais il n'a pas voulu avouer. Donc il y a cette complicité, j'ai envie de dire, malheureuse de nos concitoyens qui ne nous rendent pas la tâche facile. Je voudrais donc profiter de votre micro pour inviter nos concitoyens. Les prix sont plafonnés. Le gouvernement a pris des mesures. Et ces mesures ont été prises, l'approche a été participative avec l'ensemble des acteurs du secteur. Pour donc dire que ces prix qui sont plafonnés permettent à tous les acteurs de rentrer dans leur marge. Et donc il n'est pas question qu'ils aillent au-delà du prix plafonné, c'est simplement de la surenchère, c'est de la spéculation et ce n'est pas normal. Et donc quand ils arrivent dans des boutiques et que les prix sont effectivement affichés, les prix plafonnés sont affichés, notamment 75 000 pour le littoral, et que ces commerçants veulent leur vendre ça au-delà de 75 000, qu'ils appellent simplement le 113 et nos équipes viendront sur le terrain pour faire une vente assistée. En notre présence, ils sont contraints de vendre non seulement à ces 75 000, mais on va leur appliquer donc les sanctions inhérentes justement au non-respect de la mesure.
Éducation à présent. On connaît désormais la Miss Mathématiques et Physique-Chimie. La craque de ces matières tant redoutées a surclassé la quarantaine de concurrentes au bout du championnat national de mathématiques et de sciences physiques. Rendons-nous à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo pour voir la Miss Mathématiques du moment. C'est avec nos reporters Calvador Arwanon, Doris Nathalie Oolabi. Voilà qui donne le top de la composition des premières épreuves de cette finale du championnat de mathématiques et sciences physiques couplé au concours Miss Mathématiques Physique Chimie. Les épreuves portent sur des travaux pratiques. Ils ont eu 3 TP. Le premier TP, c'est en mécanique. Le deuxième, c'est en optique ou bien électronique. Et le troisième, c'est en chimie. Le but aussi, c'est d'amener nos enfants à aimer les travaux pratiques, ce qui les amènera demain à pouvoir construire des choses, à comprendre que les mathématiques et les sciences ne servent pas seulement à devenir professeur de mathématiques ou professeur de sciences physiques. Les champions de la classe de 4e et 3e, ils ont été retenus à l'issue de la phase départementale du concours. Quand on a fini la phase départementale, je n'étais pas vraiment sûre d'être retenue pour la phase nationale, donc c'est vraiment un honneur pour moi et pour mon école. Ça montre l'égalité entre les hommes et les femmes et ça permet de montrer que les filles ne sont pas inférieures aux hommes, elles sont aussi intelligentes. Il y a 24 dans le cadre du concours Miss Mathématiques, Physique, Chimie. Les 24 là sont les premières parmi les 795 qui ont compétit pour la phase départementale. Les 18 qui sont ici dans le cadre du championnat national de mathématiques et sciences physiques sont les 18 premiers parmi les 1261 qui ont compétit à la phase départementale. En dehors des prix à recevoir, les 3 premiers au plan départemental et national de chaque compétition bénéficieront des bourses CAEB jusqu'à la fin de leur formation universitaire. Ceux-ci ne sont pas en compétition, mais leurs technicités viennent d'être aiguisées par une formation qualifiante. Ce sont des artisans électriciens bâtiments. Au bout, ils repartent plus armés en compétences, mais aussi avec des kits professionnels pour être plus opérationnels. Reportage Brice Ngbo, Doris Nathalie Oolabi. Mise en œuvre par le programme d'appui institutionnel et de renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin, RICASEB, la formation des artisans électriciens bâtiments s'est axée sur la thématique réalisation des installations électriques en conformité aux normes. De redonner les moyens aux différents acteurs du secteur au fin de leur permettre de jouer convenablement leur rôle dans la définition et la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielles dans toutes les thématiques pertinentes de l'initiative C4All. L'Union européenne s'engage également pour l'avenir de contribuer à l'offre d'une formation professionnelle accessible en quantité et qualité dans différents secteurs et en phase avec le marché du travail afin de doter l'économie béninoise d'un capital humain compétent et compétitif. Ces résultats très satisfaisants à mes yeux et à ce titre l'exécution de ce programme de formation constitue un succès qui présage de l'amélioration, je dirais significative, de la qualité des installations intérieures désormais au Bénin. Ils sont au total 1097 artisans électriciens bâtiments, dont 14 filles identifiées sur l'étendue du territoire national à recevoir leurs attestations. Renforcement de capacité et d'aptitude, on en parle aussi avec les agents de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin sur les réflexes de premier secours et d'utilisation d'extincteurs. L'initiative provient de la Direction générale de l'Office qui a fait appel au groupement national des sapeurs-pompiers. Ronald Robinson, Michael Noatin. À l'épreuve du feu, Aziz Alagbe, journaliste à l'ORTB, réussit, tout comme ses autres collègues et collaborateurs de service. Cet exercice clôt 2 jours de formation sur les notions du secourisme et d'utilisation des extincteurs. Un renforcement de capacité initié par la Direction générale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au profit de son personnel. À la suite des agents en service à Cotonou, ceux de Parakou ont beaucoup apprécié ces gestes qui sauvent.
au-delà du service, c'est une formation qui nous donne des éléments pour assurer la sécurité à domicile et auprès de nos parents. Et je souhaiterais que cela soit réitéré à l'endroit de tout le personnel de l'ORTB. On a vraiment appris beaucoup de choses, non seulement pour le service, mais pour la maison aussi. Franchement, je remercie l'initiateur. Là où moi je ne peux plus voir un accident sur la voie et dépasser. Cette fois-ci, on nous a appris le feu, les différentes sortes de feu et comment éteindre le feu. Le personnel a eu droit à des formations théoriques suivies de pratiques. Dès que le premier instructeur a commencé, on a commencé par s'accrocher. Ça a commencé par nous intéresser. Et on a suivi avec beaucoup d'intérêt jusqu'à la fin. Dans notre environnement de travail, il survient des situations où on a besoin de secours, d'urgence. Et c'est à ce titre qu'il me paraît important de saluer la dextérité, la perspicacité de l'autorité de l'office, le directeur général. Avec toutes ces notions de base du secourisme et d'utilisation des extincteurs, les agents de l'ORTB sont désormais mieux parés à certaines situations de détresse pour un cadre de travail plus sécurisé. Citoyenneté écologique à présent, on en parle au féminin avec l'initiative Une femme, un arbre. Un sursaut écologique qui a pris corps dans la commune de Houéogbe. Derrière, les femmes de l'Union progressiste aux avant-postes de cette initiative avec 1500 plants de fruitiers offerts au collège public de la commune. Témoin de cette action écologique, Patrick Ayadji, François Insou. Des manguiers de variété quinte, des orangers et des goyaviers, voilà les trois espèces que les femmes du parti de l'Union progressiste de Houéogbe offrent au collège public de la ville. À l'initiative, un trio de femmes conscientes des enjeux climatiques. Dans notre commune de Houéogbe ici, il y a eu des pratiques par le passé qui ont fait que de nos jours, nous avons moins d'arbres, moins de fruitiers. Alors, cette initiative vient contribuer au reboisement de nos terres dans notre commune. Quand il manque d'eau, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. La sécheresse de nos terres, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Ce sont les femmes qui sont souvent sous le soleil. Quand il n'y a pas de bois, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. C'est pourquoi nous avons réfléchi ensemble. La mangue de variété quinte constitue une potentielle valeur ajoutée à l'économie nationale. Voilà pourquoi le gouvernement en fait une priorité. Et nous avons eu l'opportunité de bénéficier de l'appui de ce gouvernement-là à travers les plans que nous avons pu acquérir. Je voudrais nous exhorter vraiment à les entretenir. C'est une richesse que nous avons. Si nous allons en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, c'est des produits qui circulent comme si c'était vraiment l'or. On en prend soin parce que c'est très recherché sur le marché de l'Afrique du Nord et dans le marché de l'Union européenne. Les femmes de l'Union progressiste de Houéogbe ont reçu le soutien des coordinations communales et départementales du parti pour gagner leur pari. D'action environnementale, passons à la santé. L'erreur est humaine, mais en médecine, elle peut être fatale, voire laisser des séquelles profondes, invalidantes. En Occident, elle fait partie des 3 premières causes de mortalité. Ce phénomène y suscite de grands procès, mais relève presque du tabou sous nos cieux. À quel moment parle-t-on d'erreur médicale et pourquoi passe-t-elle sous silence dans notre pays? Élément de réponse dans ce reportage signé René Kofi. Au Bénin, en moyenne 331 personnes meurent par jour, selon les récentes statistiques publiées. Si les causes de ces décès sont multiples, les erreurs médicales sont les plus fréquentes. Commises aussi bien dans les structures sanitaires privées que publiques, la liste des victimes s'allonge chaque année. Le médecin, a priori, c'est un sachant, il devrait tout savoir, mais parfois il ne sait pas tout, ça arrive assez souvent. Ou alors le fait d'avoir négligé de mettre en œuvre toutes les précautions qui permettraient d'éviter justement ces erreurs-là. Jusque-là, sur 8 plaintes enregistrées par l'Ordre des médecins, un seul cas a connu un traitement définitif. Le reste
en cours d'examination depuis plusieurs mois. Nos sources révèlent plus de victimes que ces 8 plaintes mentionnées. Certaines d'entre elles ont préféré garder le silence. Notre éducation, pour l'instant, notre socialisation ne nous permet pas de dire tout. À 90% des Béninois, quand ils vont à l'hôpital, quand il y a une erreur médicale, on n'attribue pas ça au corps médical, mais on attribue à notre histoire. C'est peut-être un esprit malin, c'est peut-être un sorcier qui est venu chambouler tout. Pour l'heure, le gouvernement béninois mène depuis quelques années des actions afin d'assainir le milieu médical. Plusieurs centres hospitaliers ont été fermés pour non-respect des normes en vigueur. Quand il y a une erreur médicale et surtout quand elle débouche sur un préjudice, oui, la personne mise en cause est appelée à répondre devant la chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins du Bénin. On attend du ministre de la Santé ou alors du procureur que la plainte soit déposée et que l'ordre soit saisi pour pouvoir siéger et apposer les sanctions éventuelles. Maintenant, aux patients et aux parents qui accompagnent le patient, il est possible de se plaindre. Quand on constate que c'est une erreur, il est possible de se plaindre. C'est quand vous plaignez qu'on vous aide à rétablir, même si la personne succombe déjà, même s'il meurt, au moins qu'on vous remonte un peu le moral pour dire ce n'est pas parce que l'argent qui a manqué, c'est pas parce que vous n'avez pas amené le malade un peu plus tôt, c'est parce que le corps médical, c'est parce que l'infirmier ou le médecin ou tel a commis une erreur. Le Bénin est encore loin des grands procès retentissants qu'a connu l'Occident dans l'affaire du Dr Murray, médecin de Michael Jackson, accusé d'avoir commis une erreur médicale qui a coûté la vie à la star. On change de sujet, on va parler de la carte de presse, un précieux sésame d'exercice du métier pour les professionnels des médias. Pour son usage régulier, un atelier itinérant sera organisé à partir de jeudi prochain. Les villes de Cotonou, Parakou, Boïkon-Lokossa et Porto Novo sont les principales destinations de cette tournée de sensibilisation. Le coordonnateur du comité de facilitation de la carte de presse nous en dit un peu plus. Il est au micro de Igor Ayosso et de Gilles Dansou. Il s'agira de disséminer les dispositions du chapitre consacré à la carte de presse dans la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication. Il s'agit aussi des dispositions relatives à la loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Il s'agit du décret 2013-393 du 30 septembre 2013 portant conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Il s'agit aussi de la décision de la HAC portant organisation, attribution et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie. Il s'agira enfin de la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse au Bénin. Et ce sera en même temps l'occasion pour eux d'apporter d'éventuelles observations pour que, en temps opportun, s'il faille faire des propositions au gouvernement, des propositions à la HAC dans le cadre de l'amélioration de cette disposition en notre faveur, qu'il y ait déjà un dispositif en place, des documents sous la main que nous puissions soumettre aux autorités compétentes. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.